Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Donc aujourd'hui on va voir deux petites notions qui sont intéressantes. La première c'est celle de timing, en fait qui va permettre par exemple lorsqu'on installe un jeu sur la table de faire en sorte que les cartes arrivent dans un délai programmé et pas tout en même temps. Donc ça permet de faire des petits effets sympas. C'est rien de fondamental mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Et la deuxième qui est un peu plus importante, c'est la notion de sauvegarde. Donc là, par exemple, vous avez vu qu'en appuyant sur le bouton, je l'ai fait disparaître. Et j'aimerais que lorsque je fasse annuler en appuyant sur CTRL Z ou lorsque je recharge ma sauvegarde, que ce bouton ne réapparaisse pas systématiquement. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un bouton qui allait systématiquement euh, s'instancier au moment où on chargeait la sauvegarde. Donc là, par exemple, si je fais une sauvegarde, que je la mets sur test 3, mettons, que je relance cette sauvegarde là, et bien le bouton on voit qu'il n'apparaît plus. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Ok, donc ben, on va démarrer avec un code à peu près vide. Donc là, ah non, il n'est pas du tout vide en fait ce code. Là, attendez, laissez-moi juste recharger la bonne sauvegarde. Et normalement c'est celle-ci. Voilà. Donc me voilà de retour avec la sauvegarde un petit peu nettoyée. Donc ici en fait comme code de départ on a quelque chose de classique qu'on a vu jusqu'à présent. Avec donc une déclaration de guide, donc d'identifiant unique pour le bouton et pour le deck que je vais utiliser. Donc au passage, j'ai choisi de ne pas réutiliser une zone, ok, pour distribuer les cartes. Là, c'est pas l'intérêt d'aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer voilà, d'autres choses que ça. Ainsi que la fonction qui va activer les boutons du menu. Donc ici, c'est Setup Table. Donc tout à fait classique, hein, on a déjà vu ça dans les cours d'avant. Et donc je vais commencer par vous montrer la notion de sauvegarde. Donc en fait, la sauvegarde, c'est quelque chose qui va aller s'inscrire dans le fichier JSON. Vous savez qu'en fait, quand vous sauvegardez sur TTS, quand vous faites une sauvegarde, eh bien, il y a un fichier JSON qui est créé, ok, à chaque fois, que vous pouvez récupérer dans le dossier MyGame, Tabletop Simulator. Alors, pardon, on est dans Documents, MyGame, Tabletop Simulator, Saves. Et là, vous aurez tous vos fichiers JSON, d'accord. Et donc, dans ce fichier JSON, on peut également y apporter d'autres informations, comme par exemple des variables qu'on va lui demander de sauvegarder dans ce fichier JSON. Et à la prochaine fois où on va ouvrir une partie, on va lui demander de regarder dans le fichier JSON s'il y a des données et de les importer comme vraies variables dans le code. Okay, donc autant écrire pour vous montrer concrètement à quoi ça correspond. Donc en fait, la sauvegarde marche avec la fonction onSave. Donc elle est un peu du même type que la fonction onLoad. Donc on va la voir dans un prochain cours, on va voir ce que c'est que les fonctions événements. Ce sont des fonctions qui se déclenchent sur un événement. Jusqu'à présent, on n'a vu que des fonctions qui se déclenchaient sur un clic, ok, un clic de bouton. Et il y a aussi d'autres possibilités pour lancer des opérations. Donc onload en fait partie. Elle se charge simplement à chaque fois elle se lance simplement à chaque fois qu'on charge une partie. Et onSave se lance à chaque fois qu'on va sauvegarder une partie, c'est-à-dire manuellement, mais aussi toutes les sauvegardes automatiques. Donc là, c'est par défaut, je ne sais plus, je crois que c'est toutes les minutes. Moi, je vous conseille de le mettre toutes les 10 secondes. Si vous pouvez régler dans les options, cette option-là, je ne sais plus où c'est, mais c'est facile à trouver. Vous réglez la sauvegarde automatique sur 10 secondes, comme ça c'est réglé, vous ne perdrez pas d'informations. Ok, donc ça, onSave se déclenchera à chaque sauvegarde. Nous, on va créer en fait une variable qu'on va appeler SaveData. Donc il y a pas mal de petites notions un peu floues qui vont arriver, mais en fait c'est pas très grave même si vous ne comprenez pas le principe. Il suffira de copier-coller ce que j'ai écrit et ça marchera à chaque fois. Ok, donc il ne faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là. Donc là je vais utiliser une fonction qui s'appelle JSON.encode. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, on utilise la classe JSON, donc qui correspond à l'utilisation des fichiers JSON, et ça je pense que vous trouverez là. Je ne l'ai même pas regardé, donc pour vous dire que c'est pas fondamental de le savoir, mais on utilise cette classe-là et des fonctions qui vont, voilà, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses, qui vont marcher avec le fichier JSON. Donc encode veut dire, donc on va utiliser la notion de programmation orientée objet, on ouvre la boîte et on sort la fonction encode. Ok,
Donc cette fonction va lui dire rentre code en JSON une information. Et cette information-là, ben, on va l'appeler GameData. On ne l'a pas encore créé, hein. Donc ça, en fait, c'est tout simplement quelque chose que je vais faire moi-même. Enfin, c'est moi qui l'appelle GameData, hein. Il n'y a pas de souci, vous l'appelez comme vous voulez, mais je trouvais que c'était explicite. Et là, je lui donne des informations. C'est une table, tout simplement, qu'on va rentrer dans le JSON. Donc là, la plus utile, que j'utilise tout le temps, c'est celle-ci, setUpDone. Et donc là, encore une fois, c'est moi qui le nomme comme ça, il n'y a rien d'obligatoire, c'est complètement arbitraire. Et bien ça, voilà. Là, j'ai fait une variable, donc on est dans la table GameData, on a l'entrée setUpDone, je lui donne la valeur false, qui veut dire en gros, est-ce que le setup, est-ce que la mise en place du jeu a été faite? Donc par défaut, c'est non. Et donc le principe, c'est que quand on aura cliqué sur le bouton et mis en place le jeu, on donnera cette valeur true, ok? Et avant d'afficher le bouton, on va juste tester, est-ce que setUpDone est false ou true? Si il est false, si le jeu n'a pas été mis en place, alors on fait apparaître le bouton, sinon le bouton n'apparaît pas. Et c'est aussi simple que ça. Donc la plupart des modes que vous allez faire n'auront besoin que de cette information-là. Mais vous pouvez tout à fait stocker une immensité d'informations, hein. Par exemple, le numéro de la manche, du round par exemple, le numéro des scores des joueurs, des scores en cours, des choses comme ça. Donc ça devient peut-être un peu plus compliqué à gérer, mais on va rester sur des choses simples aujourd'hui. Donc là, ce que j'ai fait, c'est à chaque sauvegarde, j'encode cette donnée-là dans le JSON. Ok, je la traduis pour que le JSON la stocke dans son fichier. D'accord? Et je fais un return saved data. Donc qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que cette fonction se lance, elle encode en JSON et ça sera ceci. Et le return qu'on renvoie dans cette fonction save, en fait c'est juste, il faut le savoir, c'est particulier à cette fonction, est envoyé dans JSON, dans le fichier JSON. Ok, donc on le prépare et on envoie l'information. C'est tout. Et ce qu'il va falloir changer aussi pour que ça marche, c'est dans la fonction onload. Alors on peut mettre des arguments, des paramètres. Et en l'occurrence, le premier paramètre que va recevoir cette fonction, par défaut, c'est des données de sauvegarde. Donc on va utiliser cette même variable. Voilà. Donc là, lorsqu'on va lancer onload, il va charger ça. Donc il sait qu'il y a il peut utiliser cette donnée-là. Mais maintenant, il nous faut dans le même, comment dire, vu qu'on l'a encodé en JSON, il va falloir à notre tour la décoder pour pouvoir l'utiliser sous forme de variable Lua. Donc je vais faire tout simplement une condition. Pourquoi une condition? Parce qu'il peut très bien avoir aucune donnée sauvegardée. Donc s'il y a une donnée sauvegardée, je vais la décortiquer, je vais la traduire en Lua. Donc si if save data, alors là ce qu'on peut utiliser, on va utiliser ce système. Donc ça, je ne vous l'ai peut-être pas montré. Jusqu'à présent, on avait vu égal égal. J'aurais dû vous en parler au cours des conditions. Donc ça, égal égal, c'est quand on veut tester une valeur égale. Et quand on met un petit tilde, alors c'est Alt GR2 hein, sur un clavier classique. Donc ça, c'est le tilde espagnol. Ça veut dire différent de. Donc vous verrez dans d'autres langages ou dans même de vieilles sauvegardes TTS que c'est écrit comme ça. Mais il faut savoir que ça, c'est déprécié. Déprécié, ça veut dire que ça va être bientôt obsolète et ça ne va bientôt plus marcher dans une prochaine sauvegarde. Donc attention à ne pas utiliser ce langage-là, qui marche encore, mais bien faire tilde. Voilà, ça veut dire si la sauvegarde est différente de, je mets, voilà, double quote, double quote. Ça veut dire s'il y a quelque chose dans la sauvegarde. Si c'est différent de rien. Alors je pense qu'on pourrait aussi utiliser nil. Je ne l'ai pas testé. On pourra peut-être éventuellement le tester. On va voir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? GameData égale, et là, JSON décode. Donc on décode l'information qu'il y a dans SaveData. Voilà. Donc là, on la retrouve sous cette forme-là. Donc ce qui fait que on pourra utiliser GameData comme une table qu'on va appeler dans le code. On va écrire par exemple GameData. Ok, c'est toujours le même langage quand on fait appel à une entrée nommée
dans une table, on fait un point, ben là on mettra setup done. Ok? Voilà. Ben c'est ce qu'on va faire exactement maintenant. On va tester est-ce que game data, est-ce que setup done est true or false. Donc on fait un if, c'est toujours pareil. Game data setup done égale ben, false. Et on va y mettre, hop, active-moi le bouton menu. Est-ce qu'il y a besoin de mettre un sinon ne fait rien? Ben non. Tout simplement, c'est cette ligne de code ne va être interprétée que si cette condition est vérifiée. Mais sinon, il ne se passe rien. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà. Donc en fait, pour votre utilisation fréquente, vous n'aurez juste qu'à faire, quand vous allez créer une partie, vous prenez ceci, jusque-là, vous le copiez-collez dans votre code et c'est terminé. Vous n'aurez pas besoin de faire d'autres choses pour gérer les sauvegardes. Donc chaque fois que vous ajouterez une information là, ben vous lui donnerez un nom et vous l'appellerez de la même façon qu'ici. Donc il y a d'autres façons de sauvegarder et disons, de charger, d'extraire plutôt des informations d'une sauvegarde. On voit parfois des gens qui vont directement nommer par exemple setup done, etc. Et ils vont aller directement chercher l'information pour qu'on puisse faire appel à cette variable plus tard dans le code sans passer par ceci là. Okay, sauf que moi je trouve que c'est plus intéressant de laisser ça parce qu'on sait, ça permet de rester propre dans sa tête. Plus tard dans le code, si on voit écrit ça, on sait que ça vient de la donnée de sauvegarde. Donc c'est explicitement écrit, ça c'est fait partie de la donnée de sauvegarde. On n'est plus en train de se poser la question, c'est quoi cette sauvegarde, cette variable, elle vient d'où, on l'a créée à quel moment, et on est obligé d'aller regarder au début. Donc moi je vous conseille de rester comme ça, c'est plus simple, c'est un peu plus verbeux, il y a un peu plus de texte, mais on s'en fiche. Donc voilà pour la sauvegarde. Donc c'était pas très compliqué. Il y a un peu de notions complexes au début à saisir, notamment sur ça, sur le JSON decode, etc. ou en code. Mais au final, peu importe, vous copiez-collez ceci et tout ira bien pour vous, hein. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc on avait dit que la notion de wait time. On avait dit qu'on allait voir ça. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, je vous l'ai déjà montré, c'est comment gérer le temps, le timing de vos fonctions. Donc là, je vais faire la fonction de mise en place. Et comme elle est très classique, j'aurais pu la copier-coller en fait de notre cours, mais je préfère la réécrire comme ça. On va un petit peu revoir aussi comment on fait quand on fait une distribution de cartes sur la table. On l'a déjà vu, mais on va le refaire, ça fait pas de mal. Par contre, les positions, là, je vais les copier-coller. Ok, donc j'ai enregistré les positions préalables où les cartes vont aller se placer. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une boucle, hein, classique, hein, for. Donc là, on va faire hyper. Et donc on va parcourir la table position de carte. Donc ici, on sait que ça va être des positions. Hop. Voilà. On pourrait même se passer de lui. Voilà. On va faire toujours pareil. On va faire un local params. Les paramètres à mettre dans TakeObject. Une table vide. On va faire params position. Et bien ça sera exactement la position, puisqu'on va les parcourir une par une. Ensuite params.rotation. Et ça va être juste dans le sens, voilà, face visible. C'est celui-ci. Et puis deck 1 TakeObject. Hein. On ne fait pas avec les zones. C'est mieux de faire avec les zones, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, c'était pour alléger le code et puis voilà, pour vous montrer, pour se focaliser sur l'essentiel. Ok, donc là, on a notre petite fonction d'installation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant gérer ça dans le timing. Mais je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'important. C'était que pour terminer sur l'histoire de la save, eh bien en fait, à un moment donné, il faut forcément lui dire que cette valeur-là va changer et va devenir true. Eh bien c'est ici forcément qu'on va le faire. On va faire ceci. Et je vais en profiter pour vous mettre en garde sur l'utilisation de la sauvegarde.
Ok. Donc là, on sait que là, le setup a été fait. Donc cette information-là va donc se stocker ici et va rentrer dans la sauvegarde. Ok. Donc la prochaine fois qu'on va lancer la partie, il y aura pas ce bouton, puisqu'il aura la valeur true, et que ceci va tester la valeur uniquement false pour faire apparaître les boutons. Je lance donc la sauvegarde et j'installe. Ok, donc là, la valeur setupDone a pris, la variable setupDone a pris la valeur true. Ok, donc je vais le sauvegarder sur une autre sauvegarde, par exemple celle-là, et on y va. Et là, vous voyez que le bouton a disparu, parce que setupDone a pris une autre valeur. Donc la petite mise en garde dont je vous parlais juste avant, c'est que il peut vous arriver que vous vous retrouviez piégé dans ça, puisqu'en fait, vous voulez que le bouton apparaisse, mais la valeur setupDone est toujours à true. Et donc, vous êtes piégé parce que, bon, on voudrait que ça soit réinitialisé à false. Donc là, ce qu'il faut remarquer, c'est que, malgré le fait qu'en début de partie, vous allez déclarer que cette valeur-là égale false, eh bien, la valeur dans la save prévaut, puisque dans l'ordre, on déclare GameData setupDone égale false, et en deuxième lieu, on fait onload, et là, on charge. Donc la même chose, GameData, sauf qu'elle aura la valeur qui a été sauvegardée. Ok, donc elle écrasera cette valeur ici. Donc si vous voulez vous en sortir, si jamais vous vous trouvez coincé, vous pouvez tout simplement faire GameData. Donc là, je vous montre juste, c'est vraiment s'il y a un problème, hein. Vous faites setupDone égale true. Et là, donc, ça va écraser, du coup, puisque ça arrive après, ça va réécraser avec la valeur, pardon, false, excusez-moi, c'est pas le moment de vous embrouiller en plus. Ça va réécraser avec la valeur, ok, qu'on avait fixée au début. Donc là, normalement, ça reprendra son cours, et ensuite vous effacerez ça, et puis vous pourrez continuer. Donc c'est quand même pas évident, hein, de manipuler ces choses-là, ou alors voilà, vous effacez le bout de code qui permet de sauvegarder, etc., de charger JSON. Donc voilà. Donc c'est pour ça que bon, c'est à manipuler un peu avec l'habitude. Donc ça, c'était la parenthèse fermée pour GameData, oui c'est ça, pour la sauvegarde. Et là, pour bien finir la chose, il manquait aussi, donc c'est le bouton de setup, il manquait tout simplement d'enlever, de retirer tous les boutons. Ok, dès qu'on appuie sur la mise en place, hop, le bouton disparaît. Et pour ça, il y a la fonction clear buttons. Ça, on le verra dans un prochain cours. On va faire un prochain cours avancer sur les boutons. Donc, on va faire des manips un peu plus sympas et poussées sur les boutons. Donc, vous verrez ça. Donc voilà, on a fini sur notre sauvegarde et on reprend sur notre notion de wait. Donc là, on ne l'avait pas encore abordé, donc on y va. Donc là, ce qu'on voudrait, donc avant toute chose, voilà, je me retrouve coincé comme je l'avais dit. Donc je vais changer ma valeur. Forcément, c'est false. Très bien. Voilà. Maintenant, je range ça. Je sauvegarde sur la test 3 par exemple. Et on est parti. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit délai. Donc là, on utilise la classe wait. Donc on va aller voir un petit tour là. Comment ça se passe? Donc c'est une classe qui contient plein de fonctions. Et donc nous, on utilise toujours pareil. En fait, on va tout le temps utiliser ce time. Time, c'est pour dire en fait, ajoute un délai en secondes à ceci. On trouve aussi parfois frames. Alors ça, c'est la même chose. Ajoute un délai en nombre de frames. Et ça dépend de la vitesse de calcul de votre processeur. Donc je trouve pas ça terrible parce que sur un ordi ou sur un autre, ça va pas donner les mêmes résultats. Donc autant dire wait time et ça sera une valeur fixe. Ok. On peut également utiliser wait condition. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je trouve ça pas mal. C'est que ça va attendre qu'une condition soit validée avant de se déclencher. Ok, pourquoi pas, on peut imaginer plein de possibilités avec ça. Après, on a stop et stop all. Alors stop all, j'ai déjà utilisé, c'est en gros quand on a plein de wait qui sont en cours et on veut tout arrêter, on fait stop all et ça arrête toutes les histoires de délai qui sont en cours, hein. Donc voilà, ça franchement, il y a peu de raisons de l'utiliser. Donc revenons sur notre wait time.
Alors il va falloir le placer, le positionner avec attention. Donc là, ce qu'on veut, c'est ajouter un délai. Alors, si on l'ajoute avant la boucle, si on met par exemple wait time, sans aller plus loin, hein, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va attendre avant de lancer ceci. Ce qu'on veut, nous, c'est que à chaque itération de la boucle, il y ait un petit délai qui s'incrémente. Donc on va le faire par étapes, comme ça vous comprenez bien comment ça va marcher. Donc attention à la syntaxe de wait, elle est très particulière. Elle ressemble à une syntaxe JavaScript pour ceux qui connaissent. Donc wait time, ici, donc je l'ouvre, je la ferme. Hop, et je vais mettre ça dedans hein, plus tard, hein, ne vous affolez pas. Sauf que là, on ne peut pas mettre ceci. On ne peut pas dire, vas-y, mets-moi ça là-dedans. Et en deuxième argument, on lui dit 1 seconde. Au passage, 1 seconde, c'est peut-être un peu long. On va mettre 0,15. Si on fait ça, ben, il ne comprend absolument rien parce que ça, c'est pas un paramètre et c'est juste des instructions les unes à la suite des autres. C'est impossible de mettre ça dans une fonction. Donc on écrit en fait ceci, function. And, voilà. Donc là, on fait quoi? On met une fonction dans cette fonction waitTime. Ok? Donc pour ça, on lui dit, crée-moi une fonction à la volée. On lui donne pas de nom, pas de paramètres. On lui dit juste la fonction, c'est ça. Ok? Ça veut dire qu'ici, là, on a créé une petite fonction. On pourrait, même pour que ça soit plus visible, l'écrire comme ça. Peut-être que vous comprendrez mieux comme ça. Et là, on écrit end. Hop. On enlève celui-ci. Voilà. C'est peut-être plus clair comme ça. Ok? On lui dit, fais-moi ça. Et ajoute un délai de 0,15. Sauf que si je fais ça, bien, allons voir ce que ça donne. Toujours rien. Mais on a remarqué qu'il y a eu un petit délai au début quand j'ai appuyé. Donc en fait, c'est parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va, alors là, il faut vraiment se mettre en tête la notion d'opération asynchrone. C'est-à-dire que là, on va mettre un délai de 0,5 à chacune de ces 0,15 à chacune de ces opérations. Mais depuis le même repère. C'est-à-dire que toutes ces opérations vont arriver donc dans la boucle à 0,15 secondes après le début. Donc simultanément à 0,15 secondes. Ce qu'on veut, c'est que ça incrémente à chaque fois qu'il y a un tour de boucle, que le wait soit plus long. Donc pour ça, eh bien, il faut faire des petites manips, des petites arnaques, mais qui marchent très bien. C'est qu'on va premièrement créer une fonction qui va s'appeler, je vais l'appeler comme ça, hein, une variable, pardon, delay add. Ça va être l'ajout. Donc on va dire que c'est 0,15. C'est ça qu'on veut qui s'incrémente. En gros, ceci là ne va pas prendre la valeur 0,15. Et on va prendre forcément une variable qui va s'appeler délai. Et elle, au début, elle est égale à 0. Donc je pense que vous devinez ce qui va se passer. On met le délai ici qui sera de 0 au début. Et à la fin, une fois que le wait a été fait, on va incrémenter le délai. Plus delay add. Ok? Voilà. Donc on aurait pu écrire ça directement. C'est pareil, hein, sans passer par ça. C'est exactement pareil. Sauf que moi je trouve que c'est plus sympa de mettre ça ici. C'est déclaré au début, on peut le faire facilement varier sans aller mettre les mains dans le cambouis et trouver l'endroit où il faut le faire. Voilà. Ok, on peut même faire un délai add tout au début dans la fonction onload. Ça sera le même pour toutes les opérations. Il n'y aura pas besoin de le réécrire. Ok, on peut le déclarer en global. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Mais c'est aussi simple que ça. Donc pour rappel, la fonction wait se fait à l'intérieur de la boucle. C'est souvent dans une boucle qu'on l'utilise. Et donc c'est au moment de faire l'opération que l'on veut. Et l'ajout du délai, eh ben, lui il se fait donc à l'extérieur de wait, forcément. Il y a une erreur de début qu'on peut faire, c'est ça. Hein. Alors là, c'est une catastrophe ça en fait. Enfin, ou là. En gros, ben, on ajoute le délai à l'intérieur même de la fonction wait. Donc ce qui va faire que toutes les cartes vont aussi apparaître en même temps. Ça ne va pas du tout correspondre à ce qu'on cherche. Donc voilà. Voilà pour la fonction wait. Et je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Et je voulais aussi donc vous montrer... bon, là la leçon est terminée pour aujourd'hui. Mais on peut faire aussi un autre petit écart sur les fonctions wait parce que c'est un peu comme
la sauvegarde, il y a beaucoup de pièges, hein, on l'a vu déjà, selon si on le place bien ou pas bien, on va pas avoir le résultat qu'on veut. On va imaginer qu'on va faire une mise en place en cascade. Donc ça, voilà, si vous voulez juste savoir la notion de wait et de sauvegarde, vous pouvez vous arrêter là. Moi, ça c'est du bonus que je vous montre là. Donc on va écrire cette fonction, setup table, on va la fermer, on va la réécrire. Comme ça, je vous montre un exemple de boucle dans une boucle. Ok. Là, je voudrais que, je vais peut-être vous montrer d'abord ce qu'on va faire, le résultat, et après on va le détailler. Je vais le copier-coller. Hop, donc elle écrase celle-ci, hein. Voilà, ça peut arriver de vouloir faire cette mise en place là. Donc imaginons qu'on ait 50 objets comme ça à poser. Si on enregistre chaque position, c'est possible, hein, mais c'est quand même fastidieux. Donc là, on peut faire ça en quelques lignes de code comme vous le voyez ici. Donc on va reprendre ça et on va le taper. C'est tout simplement avec des histoires de positionnement et de décalage. Ok. Donc là, on va déclarer la position de départ. Et si je vous montre tout ça, c'est pour vous montrer que le wait est très compliqué à utiliser dans ce cas-là. Donc là, je prends la position du deck. Donc je vais utiliser cette fonction-là que je pense, je vous détaillerai dans un cours qui va peut-être parler plus de ça, plutôt qu'ici un cours qui n'a rien à voir. Donc ça va utiliser la position du deck et ajouter ce décalage-là. C'est comme si on faisait get position plus un vecteur. Ok, c'est position to world. Voilà, c'est sympa, ça existe. Mais sinon, on fait get position plus vecteur, ça marche très bien. Et donc là, je vais faire une boucle dans une boucle. C'est-à-dire une boucle pour chaque ligne. Oui. Et après, une boucle pour chaque colonne dans chaque ligne. Donc on y va. Donc on fait un for classique. Donc ici, on a dit qu'il y avait 3 lignes. Donc il ne faut pas s'embrouiller, hein, c'est des lignes en premier. Et dans chaque ligne, on va faire une boucle colonne. Donc on a dit 6 colonnes de i égale 1 à 6. Donc là, quand on fait une boucle dans une boucle, attention à ne pas nommer le petit enfin, la petite variable d'itération de la même façon, sinon ça va remplacer la valeur. Donc il faut le nommer différemment. Même si je pense que ça ne plante pas, hein. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait j égale 1 à 6. Très bien. Ben là on y va. On va placer notre carte. Donc, je vais le copier-coller, je vais vous l'épargner. Voilà. Donc là on a pris la position du départ. Ok, du deck décalé de moins 20. Donc ça il faut un peu le calculer, l'essayer au début. Et ensuite on va incrémenter avec un petit vecteur. Donc vector. Et là, ben, ça tombe pas de n'importe où, hein. J'ai testé petit à petit jusqu'à ce que ça marche bien. Voilà, un petit décalage. Donc à chaque fois qu'on a... pardon, pas du tout ça. C'est le petit décalage entre les cartes. Donc chaque fois, on met un petit décalage de 3 entre chaque carte. Très bien. Donc là, on a fait notre première ligne. Maintenant, il va falloir faire un décalage entre les lignes. Donc on a fait ceci de plus 3, plus 3, plus 3. Maintenant, il va falloir revenir à la base et faire voilà, un nouveau départ. Donc ben, on y va. Donc là, c'est à la fin de la première boucle. La position de la prochaine carte sera égale à la position de la dernière, plus vector. Et c'est là qu'on va... que ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu tester. C'est pas non plus très très compliqué, hein. Et voilà, ça marche. Et donc là, on a notre petit truc qui va fonctionner normalement. Voilà. Donc dès que c'est pas bon, hein, ça va faire n'importe quoi. Donc là, ben voilà, je voulais simplement vous montrer qu'en mettant un wait time dans ces conditions-là, ben, c'est absolument l'enfer. Il n'y a rien qui va marcher. Et donc ça, je vais vous l'expliquer pourquoi, et ça va peut-être vous éclairer un peu sur ces notions de... Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Donc ça sera avant. Ça sera... Oui, ici. Mais de toute façon, ça ne va pas marcher. Donc on y va. Donc mon wait time est là. Voilà, donc ici, a priori, ça a l'air d'aller. On va décaler ça.
ce soit plus propre. Et si je fais ça, ça pourrait être pas mal. Mais voilà ce qui se passe. Ok, pas du tout ce qu'on attend. Donc pourquoi ça fait ça en fait? Mais en fait, on va décaler dans le temps, ok, cette opération-là, donc tout va bien. Sauf qu'on fait une boucle dans une boucle et qu'il y a ceci. Donc le script, quand il va être compilé, en fait, il va faire tourner les boucles là instantanément. Ça va aller extrêmement vite. Et nous, notre wait, eh ben, on a déclaré qu'il fallait attendre ceci là, ce délai là, avant de faire ça, mais surtout avant de faire ça. Ok? Donc même si on le déplace, on va pas voir l'effet escompté. Voilà. Elles arrivent toutes à la même position. Pourquoi? Parce que les boucles ont tourné. Tac, 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 chacune. Les positions se sont incrémentées jusqu'à la dernière. Ça a pris moins de 0,1 seconde. Et ensuite, il y a ça qui arrive. Donc attention hein, à la fonction wait, attention à la notion d'opération asynchrone. C'est-à-dire que ceci, les boucles se sont exécutées en premier directement. Et le wait a attendu. Donc ce qui se passe là, en fait, va prendre la valeur position qui est à la dernière position de la carte, qui est déjà terminée depuis belle lurette lorsque ça va commencer. Donc là, ben voilà, si vous voulez régler ce problème-là, moi honnêtement je ne me suis pas plongé là-dedans. Vous pouvez essayer, si quelqu'un a la solution, il peut la mettre en commentaire, c'est sympa. Mais voilà, ça va prendre beaucoup de temps, c'est très compliqué d'utiliser un wait time quand on fait des boucles dans des boucles. Donc c'était simplement pour vous montrer cette limite. Mais je pense qu'il y a toujours un moyen d'y arriver, hein. Mais ça sera beaucoup plus compliqué que d'utiliser une table qu'on va parcourir. Donc ben, j'espère que ça vous a plu. On a fait le tour de notre petit tuto là. Et puis la prochaine fois, on travaillera sur des notions avancées sur les boutons. Donc, et ensuite, dans une prochaine leçon aussi, on travaillera sur les zones de, sur les événements, pardon, sur les fonctions événements qui vont se déclencher sur autre chose qu'un clic ou sur la sauvegarde, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, bon, amusez-vous bien avec le code, pratiquez, et puis à très bientôt.